Mesdames et messieurs, bonsoir, chers auditeurs, chers téléspectateurs de la Voix des Grands Lacs, bonjour. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'être avec Monsieur Ombe Nyamomeza, qui est un habitué de notre chaîne. Je dirais même que lui et certains autres ont assisté au baptême de notre chaîne, au lancement de notre chaîne. Ombe, bonjour. Bonjour, monsieur l'ambassadeur Jean-Marie Vianney. Oui, Encore. bonjour. Comme je l'ai dit, vous êtes un habitué de notre chaîne et c'est un plaisir de vous revoir. Après quelques temps où vous et moi, on était occupés à autre chose, mais cela ne nous empêchait pas de suivre l'actualité de la région des Grands Lacs, d'où nous venons tous les deux. Je rappelle que vous êtes boucavien, que vous êtes un analyste très pointu de la situation, notamment de la République démocratique du Congo, mais aussi de tous les pays des Grands Lacs, que vous connaissez très bien, le Rwanda, le Burundi et les autres. Donc aujourd'hui, nous allons essentiellement nous concentrer sur les événements de la RDC, sur la situation de guerre, parce que moi je qualifie cela de situation de guerre. L'état de siège est dépassé à mon avis, qui se passe à l'est de la RDC, à Goma, à Beni, dans l'Ituri, et même, on l'oublie souvent, dans le sud Kivu, Uvira, Minembwe et toute cette zone-là. J'aimerais, pour commencer, que vous nous disiez ce que vous pensez. Est-ce qu'il y a une guerre en RDC, dans la province orientale, dans les provinces de l'Est de la RDC, ou alors c'est juste une situation de petits rebelles qui se promènent du nord au sud, de l'Est à l'Est? Bien, merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Encore une fois, bonjour ou bon après-midi ou bonsoir à tous qui nous suivent de partout où ils se positionnent en ce moment. Comme vous le disiez tantôt, nous allons un peu essayer de décrypter cette situation-là, mais comme vous posiez la question de est-ce qu'il y a une guerre dans la région orientale de la RDC, eh bien, absolument, la réponse est oui. La réponse est oui, il y a une guerre. Une énième fois, nous avons été notifiés d'une énième incursion du M23. Ce groupe est désormais terroriste comme considéré comme par le gouvernement congolais et surtout écoutez que c'est un mouvement qui a endeuillé les Congolais depuis un bon moment et puis à un certain temps dépassé par la frappe de nos forces armées. Donc les FRDC, ils s'étaient réfugiés, ils s'étaient scindés en deux groupes. L'un qui s'était dirigé vers Kigali et le second s'était dirigé vers Kampala. Bien, pour ne pas beaucoup directement entrer dans le détail de ce groupe-là, bah, bien sûr, il y a une guerre à l'est de la RDC. C'est une guerre qui n'a pas commencé hier ou avant-hier, bien sûr. C'est une guerre qui a commencé depuis 1996 lors de l'entrée de l'AFDL. En ces moments-là, patronné par le feu président Laurent Kabila, mais qui était aussi conduit par Kagame et le FPR. Et puis ça a été une suite, toute une suite, donc l'AFDL qui a été aussitôt remplacé par le RCD qui a donné naissance au CNDP et puis le CNDP au M23 dont on parle aujourd'hui. Sinon, la guerre, elle a débuté en tout cas sur le sol congolais depuis 1996. La guerre a débuté en 1996 et elle s'est poursuivie jusqu'à Kinshasa, jusqu'au moment où feu Joseph, plutôt le président Laurent Désiré Kabila a expulsé la composante rwandaise de la FDL avec Kabarebe à la tête. Et puis il y a eu la deuxième guerre, celle qu'on a appelée la guerre de l'Ouest, avec la descente à Kitona et tout ce qui... On ne va pas parler aujourd'hui de tout cela. On se concentre effectivement sur
cette guerre, cette nouvelle guerre initiée par le Rwanda. Moi, je dis que la guerre du M23 est une guerre initiée au Rwanda et par le Rwanda. Est-ce que vous avez des éléments pouvant confirmer ou infirmer mon affirmation? En tout cas, je ne veux pas infirmer, pourtant je vais confirmer à 100%, parce que ces déclarations sont là depuis un bon temps, que le M23, pas seulement le M23, bien, comme vous veniez de le dire, que nous n'allons pas en tout cas fouiner dans le passé, depuis la FDL jusqu'à nos jours, mais nous connaissons tous que depuis la FDL jusqu'au M23 qui opère désormais, ou bien encore une fois sur les sols congolais, le Rwanda a toujours été derrière ces groupes armés-là. Jadis, d'une façon camouflée, et désormais, je pense que c'est au vu de tout un chacun. Toute personne de bonne volonté, toute personne qui a besoin vraiment de les suivre de près peut désormais le voir à l'œil nu, que désormais c'est le Rwanda qui finance, c'est le Rwanda qui est le maître du M23. Les armes que le M23 utilise aujourd'hui viennent du Rwanda. Pas seulement les armes, pas seulement les munitions, mais aussi des ressources humaines. C'est-à-dire, il y a des militaires rwandais, vraiment du FPR, capturés sur le sol congolais. Il y a eu deux garçons. Et puis l'information a circulé sur les réseaux sociaux, mais aussi différents médias ont présenté les faits comme tels. Les deux garçons ont été interviewés ils portaient bien sûr l'uniforme de l'armée patriotique rwandaise ou bien le RDF, comme ils se disent aujourd'hui. Bien, écoutez, en possession, ces jeunes gens-là avaient des cartes. La première était la carte militaire, donc qu'ils sont vraiment militaires du Rwanda. L'un de ces deux garçons-là portait une carte de la mission d'un corps qui montrait directement qu'il était un contingent de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud. Donc, les deux témoignages portent à croire désormais qu'il n'y a plus de doute que le Rwanda est assimilé au M23. Bon, excusez. Alors, je vais présenter mes excuses à toutes les personnes qui nous suivent, et beaucoup plus au Rwandais. Peut-être que dans cette émission, nous allons pouvoir utiliser le mot Rwanda ou Rwandais un peu, entre guillemets, abusivement, parce que ça ne convient pas. Il conviendra alors à comprendre que nous parlons de l'armée rwandaise. Nous parlons du RDF, nous parlons du FPR et de Kagame soi-même. Parce que nombreux de Rwandais sont beaucoup plus innocents et ne savent vraiment les jeux qui se jouent dans cette affaire ici. Bien. Donc, je le disais, il n'est plus à douter aujourd'hui que le FPR est assimilé au M23 et le M23 est assimilé au FPR. Bien. En dehors de tout cela, les déclarations, nombreuses déclarations de certaines personnalités de haut rang au Rwanda, comme un général appelé Muganga, lui-même avait fait une certaine déclaration que non, désormais il se servirait du Rwandair pour venir attaquer le Congo. Il disait autrefois il partait à pied et puis il pouvait conquérir un pays beaucoup plus vaste que le Rwanda, au moins 99 fois, mais désormais ils se serviront du Rwandair, ils pourront descendre sur le Congo, faire les opérations et rentrer, tout ça, tout ça. En plus de cela, il y a aussi les déclarations faites par le président Kagame lui-même. Il disait, écoutez, je les cite, il y a de temps où nous négocions. Il y a de temps où nous nous engageons dans des pourparlers. Il y a de temps où nous faisons ceci et cela et quand ça ne tient pas, écoutez, nous partons résoudre le problème
là où il se doit. Et surtout que notre pays est un petit pays, nous n'avons pas de terrain pour là où nous battre. Et il a pointé du doigt vraiment le Congo. Il l'a pointé du doigt. Il ne l'a pas dit d'une façon superficielle. Il a pointé du doigt le Congo. Donc, pour dire que c'est une chose qui s'est préparée. C'est pas une chose qui est arrivée donc d'une façon superficielle. Non, ils ont planifié cette guerre. Eh bien, messieurs l'ambassadeur et tous ceux qui nous suivent, il y a une chose étonnante. C'est M23 qui endeuille le Congo aujourd'hui. Pour une énième fois, c'est le deuxième groupe supposé avoir pris exil en Ouganda. Je ne sais pas si vous ou d'autres personnes, en tout cas, pourraient nous montrer, n'est-ce pas, peut-être une vidéo quelconque, un témoignage quelconque, qui nous montre de leur désarmement lors de leur entrée sur la terre ougandaise. Je ne sais pas s'il y aura aussi de témoignages qui nous diront vraiment comment ces gens, comme on le disait, quand on est dans un camp quelque part en Ouganda, sont sortis de ces camps-là et aujourd'hui sur le sol congolais en tout cas, en train de faire toutes les bêtises qu'ils font là. C'est-à-dire, d'une façon ou d'une autre, bien que c'est le Rwanda qui est maintenant, en tout cas à grand jour, sur le terrain avec le M23, mais il faut que l'on se demande aussi de la participation directe ou indirecte de l'Ouganda dans cette affaire. Voilà, en peu de mots, en bref, la façon dont je pouvais répondre à votre question, monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup, mon frère Ombe. Je pense qu'effectivement, il n'y a pas de doute à cela, hein. L'Ouganda a dû, quelque part, jouer un rôle, ne fût-ce que de permettre le passage du M23 qui s'était réfugié en Ouganda, lui permettre de traverser la frontière pour rejoindre ses amis ou ses collègues au Rwanda. Parce que l'attaque, les dernières attaques, en tout cas, sont venues du Rwanda. Ce n'est pas d'Ouganda. Donc, ça veut dire, ou alors d'Ouganda aussi, mais nous ne le savons pas. Mais ce qui est évident, ce qu'on a constaté, c'est que c'est des militaires de RDF, c'est-à-dire de l'armée rwandaise, qui se sont retrouvés au Congo, accompagnés sans doute d'anciens rebelles M23 ou de nouveaux rebelles recrutés au Rwanda ou ailleurs. D'ailleurs, dans une de nos émissions, nous, on avait dit qu'effectivement, on avait des informations selon lesquelles des recrutements étaient en cours au Rwanda, y compris même des gens qu'on sortait de prison et qu'on envoyait dans des camps d'entraînement avant de leur faire traverser la frontière du côté de Rutshuru et ailleurs. Tout cela s'est fait à la faveur des bonnes relations entre le Rwanda et le régime du président Tshisekedi, bien sûr, parce que la frontière était poreuse. Les gens passaient comme ils voulaient. Rwandair était à Goma. Tout cela a facilité les infiltrations, bien sûr. Tout cela a facilité les infiltrations. Aujourd'hui, on ne va pas insinuer éventuellement l'implication de l'Ouganda dans cette affaire, mais il y a des questions qu'on doit se poser et qu'on doit poser aussi à l'Ouganda. Comment se fait-il que Makenga, qui était censé avoir fui en Ouganda, se retrouve à la tête de nouveau du M23? C'est une question légitime. Ouais. Voilà. C'est pourquoi, messieurs l'ambassadeur, c'est pourquoi, en tout cas, comme je l'ai souvent dit, j'avais une discussion de quelques jours passés avec certains amis. Je les disais en tout cas qu'il faut, pour comprendre la situation qui prévaut désormais dans l'est du Congo et surtout dans la région des pays des Grands Lacs, il faut bien maîtriser en tout cas les enjeux politiques, géopolitiques, géoéconomiques auxquels ce pays, la RDC, est confronté depuis la première invasion rwandaise, pas seulement en ces moments, depuis cette première invasion-là, donc de 96. Parce que la RDC
bon, ça c'est peut-être mon analyse personnelle à moi, mais la RDC est vraiment victime des prétentions hégémoniques, des prétentions hégémoniques du président Paul Kagame, mais aussi et surtout de l'inconscience aussi euh, euh, l'inconscience de nos autorités, les autorités de la République démocratique du Congo et de la bêtise aussi de nos responsables politiques au Congo. N'est-ce pas qu'ils ils se donnent ou bien ils s'adonnent beaucoup plus facilement, corruptibles, ils ne maîtrisent pas certaines choses, ils ne comprennent pas, n'est-ce pas, la traîtrise de M. Kagame. Et puis, vous savez, bien que personne, beaucoup de gens ne comprennent la situation, mais la présence du Rwanda, la présence de l'armée rwandaise sur les sols congolais, entre autres, a pour but d'accroître le nombre de Rwandais qui se trouvent dans l'est du pays, mais aussi à encourager ceux qui y sont déjà installés à conjuguer leurs efforts pour aider le Rwanda à exercer son contrôle économique. Parce que sans cette invasion du Congo, en tout cas, ce serait une panique au Rwanda. Économiquement, le Rwanda serait sous les échelles. Et désormais, il y a avec des gens avec lesquels nous avons causé, qui sont des responsables rwandais, n'est-ce pas? Ils nous disent, écoutez, la crise économique sévit au Rwanda et toute personne vraiment voulant le voir ne peut le voir désormais qu'à l'œil nu. Les lobbyistes, lesquels hier étaient favorables à Kagame, ne le sont plus désormais. C'est le cas de comme M. Bill Clinton, comme Tony Blair, pour ne citer que cela, mais aussi des pays qui étaient derrière Kagame ne sont plus en tout cas à 100% derrière lui. Et pour ce faire, il a cette difficulté-là désormais de manipuler l'économie de son pays. Et pour ce fait, il aurait fallu encore une énième fois qu'il aille se ravitailler à la source là où c'est devenu, n'est-ce pas, une coutume. Mais je crois qu'il aurait fallu en ces moments, à l'heure où nous sommes, que Kagame et sa junte puissent savoir maintenant étudier les temps et en comprendre certaines choses. Car l'histoire d'hier n'est plus celle d'aujourd'hui. La RDC, les FRDC, n'est-ce pas même la communauté internationale et les multinationales ont trouvé en Kagame ces derniers temps maintenant une personne qui n'est plus, n'est-ce pas, viable. Donc la coopération n'était plus à bon coup. Donc c'est pourquoi il a trouvé qu'il n'avait plus d'autre dernière décision que de rentrer au Congo. Voilà pourquoi aujourd'hui le M23 fait encore une fois naissance dans l'est du pays. En réalité, vous voulez dire que le Rwanda attaque, agresse et occupe le Congo pour continuer à avoir une mainmise sur les ressources de ce pays. Absolument. Parce que autant de fois que l'on a demandé au Rwanda d'expliquer sa présence en RDC, le Rwanda n'a cessé en tout cas de donner comme première raison que son pays était exposé à des attaques du FDLR. Que le FDLR était vraiment, n'est-ce pas, un groupe à éliminer. Mais écoutez, dans l'histoire du monde, la RDC est le seul pays qui a su donner l'ordonnance, qui a su ordonner, qui a su permettre à un pays voisin d'entrer sur son sol avec son armée pour venir chasser les soi-disant ennemis. Ces soi-disant ennemis, c'est là pas une seule fois, mais plusieurs fois. L'armée rwandaise a été au Congo plusieurs fois, depuis même le régime de Joseph Kabila, et même présentement avec
le régime de Fachi. Mais écoutez, comment nous expliquer que le Rwanda, ou bien l'armée rwandaise, a été sur le sol congolais à maintes reprises, soutenue par l'armée congolaise, et bien sûr, quelquefois aussi par la MONUSCO, mais n'a pas pu éliminer les FDLR soi-disant qui menacent la sécurité du Rwanda. À ceci, je vais ajouter, dans ses discours, autrefois chef des armées du Rwanda, M. James Kabarebe, avait dit qu'ils ont désormais neutralisé les FDLR. Et par nos sources personnelles, lorsqu'ils sont entrés sur le sol congolais, ils étaient en tout cas estimés entre 10 et 11 000. Mais désormais, à l'heure où nous sommes, ils sont estimés entre 1500 et 2000 personnes. 2000 têtes, s'il vous plaît. Et alors, comment 1500, 2000 têtes serait-il une menace à un pays qui s'est dit un pays militairement fort de la région? Et cela, ils doivent encore une fois rentrer au Congo juste pour chasser 1500, 2000 personnes. Et quand cela ne suffit pas, le pays de l'Afrique et de l'Est, de East African Community, ils se sont réunis la semaine prochaine, c'est cette semaine même, je crois. L'autre semaine, une semaine avant. Voilà. Ils se sont réunis. Toute la semaine passée aussi, hein, ils ont eu des réunions. Voilà, ils étaient en réunion à Goma. Ils cherchent comment mettre en place une force militaire conjuguée qui pourrait désormais seconder les FARDC et pouvoir éliminer tous ces groupes armés-là. À ces assises-là était invité aussi le gouvernement rwandais. Et à la grande surprise, ils ne s'y sont pas présentés. Quand ceux-ci disent que les FDLR le menacent, quand ceux-ci disent que les FDLR travaillent en coopération, en connivence avec les FARDC, et alors on les invite pour une énième fois sur les sols congolais, avec des efforts conjugués des autres pays de la région, pour chasser le groupe armé ou bien les groupes négatifs opérant sur les sols congolais, entre autres les FDLR, ils s'y absentent. Il y a anguille sous la roche. Je ne sais pas, est-ce que Kagame arrive à comprendre désormais qu'il est tenu à la gorge? Il est tenu la main dans le sac désormais. Quand on t'invite et tu dis, écoutez, moi j'ai dit, écoutez, monsieur l'ambassadeur, vous logez mon ennemi, vous invitez vos voisins et puis vous m'invitez moi-même. Amenez ta force. Les forces de voisins sont là. Désormais, nous allons traquer tes ennemis. Et moi, je boude, je fais la gorge. Et puis demain, je vais encore une fois répéter les mêmes paroles que j'ai toujours dit. Écoutez, messieurs, vous logez mes ennemis et je dois venir chez vous, en tout cas, le pourchasser. Est-ce qu'ils pensent qu'on sera toujours dans cette bêtise et dans ce sens-là? Voilà combien il nous arrive maintenant à penser qu'il est temps qu'on mette fin à cette, d'ailleurs, je vais dire, hypocrisie déguisée en une diplomatie entre Fachi et Kagame, mais alors une diplomatie improductive. Merci beaucoup. Bien, je suis d'accord avec vous que les choses doivent changer effectivement, mais on peut penser aussi qu'il y a quasiment une certaine évolution, puisqu'à Kinshasa, les choses sont dites plus clairement qu'avant. Aussi bien le ministre des Affaires étrangères, vice-premier ministre Christophe Lutundula, que le président de la République lui-même, ils ont adopté un autre ton. Ils accusent carrément Kigali d'être à la base des agressions du M23. Donc la diplomatie Kagame-Tshisekedi
elle a peut-être aussi évolué, on peut penser. Est-ce que vous êtes du même avis? Je suis de même avis, mais écoutez, euh, les accords signés entre ces deux personnes, personne n'en sait les contenus. Et surtout que vous savez que dans de telles choses, il faut toujours impliquer les institutions nationales. Quand il y a eu des accords signés entre deux personnes, bon, écoutez, je vais utiliser les termes qui est utilisé par d'autres Congolais quand ils parlent maintenant de la personne euh, que- qui joue le rôle du président de la République démocratique du Congo. Comment peut-il vraiment se permettre d'aller faire des accords avec un autre pays ou bien un autre président de notre pays sans aucune participation ni du Sénat, ni du Parlement, ni d'aucune autre institution nationale? C'est-à-dire, dire qu'il va dans les beaux sens, moi, ça ne me convainc pas comme ça ne convainc vraiment pas tous les Congolais. Parce que, à l'heure où nous sommes, nous ne voulons plus exploiter de paroles vides. Il faut qu'il y ait une concrétisation quant à la sécurisation du pays, quant à la sécurisation du Congo. Vous savez, nos commandos, nos militaires sont fatigués. Absolument que nos FARDC sont infiltrés. C'est-à-dire, nous appelons Fachi, si vraiment il a bonne foi de sécuriser le pays et faire respecter les institutions de notre pays, il doit d'abord beaucoup travailler sur cet appareil, à sécuriser d'abord l'appareil sécuritaire du pays, donc nos FARDC. L'armée est infiltrée, la police est infiltrée, même les institutions politiques sont infiltrées. Voilà le premier combat qu'il faut faire. Autant de fois que nos FARDC se démarquent sur le terrain et qu'ils ils en emportent au-dessus de nos agresseurs, tout de suite là, il y a trahison. Il y a trahison quelque part, d'où la défaite sur le terrain. Voilà, ça c'est le premier combat que nous invitons le président à s'engager dedans. Et secondo, quand il l'aura débarrassé, n'est-ce pas, de FARDC, de la police et de toutes les institutions, toutes ces intrus-là. Et alors, c'est le moment qu'il pourrait être sûr maintenant qu'il va s'engager sur le champ de la bataille et puis il en sortir victorieux. Sinon, il est temps de comprendre maintenant que ça ne tient pas avec les paroles, ça ne tient pas avec les négociations, ça ne tient pas avec la diplomatie qui aussi n'existe pas entre Fachi et Kagame. Il faut passer désormais maintenant à une certaine concrétisation. Nous n'allons pas nous limiter tout le temps euh, à présenter toujours, à pleurnicher, voyez, nous sommes attaqués et notre armée ne devra pas rester défensive. Pas seulement rester défensive. Il faut désormais qu'il y ait des actions de grande envergure contre le M23 et l'armée rwandaise. Voilà tout ce que je pouvais en dire, monsieur l'ambassadeur. Alors, je vais peut-être intervenir sur le premier sujet que vous avez soulevé, là, le fait que le président ne consulte pas les institutions qui, normalement, devraient l'être. L'Assemblée nationale, le Sénat, cela est vrai, mais cela a toujours été vrai dans le passé aussi, parce que avant Tshisekedi, il en a toujours été ainsi. Rappelez-vous d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, c'était lors de Kimia 1 ou Kimia 2, je ne sais plus, lorsque Vital Kamerhe avait démissionné avec fracas. Ouais. Il était alors, si mes souvenirs sont bons, vice-président de l'Assemblée nationale. Ouais, il était de l'Assemblée nationale, oui. Il Voilà, l'était. il avait démissionné en disant, écoutez, on n'a pas le droit d'engager ce genre d'opération avec une puissance étrangère sans l'autorisation ou sans le soutien de notre Assemblée nationale. Donc, c'est déjà un précédent. Et puis, plusieurs autres exemples. Hein. Chaque fois que le Rwanda est intervenu au Congo, vous avez dit à maintes reprises. Et je ne pense pas que cela ait été avec l'aval de l'Assemblée ou du Sénat. Ceci dit, on a toujours l'obligation de continuer à dénoncer cet état de choses. C'est-à-dire qu'il y a
dans le mécanisme démocratique, il y a quelque chose qui manque. Ouais. Autre chose, les infiltrations, pensez-vous qu'elles soient que militaires dans l'armée ou il y a aussi des infiltrations dans les autres corps, même en politique? Tous ceux-là qui ont travaillé avec la FDL ou le CNDP ou qui ont été réintégrés aussi bien dans l'armée que sur la scène politique. Naturellement, on n'est pas là pour accuser celui-ci ou celui-là, mais rappelez-vous, il y a 2 ans, un député du Nord Kivu avait interpellé une grande personnalité de la République en l'accusant effectivement d'être de connivence éventuellement avec le Rwanda. Et il l'accusait carrément de vouloir créer un petit royaume, une petite république dans le sud Kivu. Toutes ces personnalités sont encore au sommet de l'État, si je puis dire ainsi. Ce sont des députés, ce sont des sénateurs, ce sont des ministres, ce sont des vice-présidents. C'est-à-dire combattre l'infiltration au sein de l'armée en gardant les pions politiques. Est-ce que ça aurait une certaine efficacité, une moindre efficacité, pensez-vous? Vous savez, tout ce que vous dites là est vrai. Et je venais de les citer aussi. Je venais de les dire que la présence du Rwanda en RDC a pour but, entre autres, d'accroître le nombre de Rwandais sur le sol congolais, dans l'armée, dans la police, dans toutes les institutions du pays. Parce que comme vous veniez de le soulever, c'est pas seulement les FRDC, c'est pas seulement la police nationale qui sont infiltrées. Non, toutes les institutions. Vous savez, même Laurent Kabila le disait, qu'ils sont infiltrés des orteils à la tête. C'est-à-dire, partout où vous irez dans nos bureaux au Congo, dans toutes les institutions, que ce soit au niveau provincial comme au niveau national, nous sommes infiltrés. Infiltrés parce que les gens du AFD, les gens du RCD, les gens du CNDP et même certaines personnes aussi du M23 ont été, n'est-ce pas, appelés à intégrer toutes ces institutions-là et l'armée. Il y a eu des brassages, il y a eu tout ça dans l'armée, mais voilà ce pourquoi moi je vous disais que le premier combat que le président Fachi doit mener est celui-ci maintenant donc d'évacuer de toutes ces infiltrations de nos institutions et des FRDC. Sinon, vraiment, il nous sera difficile de gérer cette situation sécuritaire sur le plan opérationnel, donc le champ de bataille. Donc, la politique doit d'abord jouer son rôle comme il le faut avant de passer à l'appareil sécuritaire. Je ne veux pas entrer dans les polémiques, mais quand nous discutons avec certaines autorités de notre pays, ils nous diront que même à la présidence, donc aux alentours, écoutez, la première ceinture même qui entoure Fachi, il y a des Rwandais. Il y a des Rwandais. Et ces sujets, quand on essaie d'aborder ces sujets, tout de suite là, on est traité de tribalistes. Hein? On est traité de xénophobes. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Nous avons des Congolais rwandophones qui s'expriment en Kinyarwanda, qui parlent peut-être aussi une langue semblable au Kinyarwanda. Mais par l'aval de nos frères rwandophones, nous avons aussi des Rwandais, parce qu'il y a toujours ces gens-là. Je ne vais pas seulement inculper ces rwandophones de cette mauvaise, donc, comment le dire, de cette façon-là d'infiltrer nos institutions par leur aval, parce que ça s'est fait aussi par d'autres Congolais d'autres ethnies. Ça s'est fait, bien sûr. Il y a des personnes qui sont au Rwanda et qui sont à Kigali, à Kinshasa au même moment. Il y a des personnes qui travaillent pour Fachi, mais qui travaillent aussi pour Kagame.
Et ceux-là ne sont pas seulement des rwandophones. Mais ce qu'il faut faire désormais, c'est être maintenant à la hauteur. Parce que vous savez, au Congo, nous n'avons ni carte d'identité. Vous le savez. Au Congo, nous n'avons pas de carte d'identité. Nos institutions, ou bien nos autorités. Le Congo est parmi les pays les plus corrompus du continent. Le Congo est parmi ces pays-là où les entrées et les sorties sont vraiment incontrôlées. On entre comme l'on veut, on sort comme l'on veut. C'est pourquoi je vous donne raison quand vous dites qu'il faut d'abord s'occuper de l'instrument politique du pays avant de songer à la sécurité. Et c'est ça ce que aussi je disais, mais est-ce que la volonté de nos politiques est là? Présentement, aujourd'hui, on ne songe qu'aux élections de l'année prochaine 2023. Est-ce que vous pensez que quand vous allez dire à Fathi d'aller travailler sur ces sujets alors que lui songe aux élections? Je ne sais pas si nous aurons le temps d'aborder même ces sujets-là, parce que c'est ce qui lui préoccupe aujourd'hui. Quand vous le voyez invité de grandes personnalités au Congo, ça a aussi une nuance avec les élections de l'année prochaine. Nous en parlerons dans une autre émission éventuellement. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, puisque c'est l'actualité, on peut aussi parler de la visite du roi des Belges. Hein. On va en parler après avoir analysé la situation des M23 et de la guerre en général en RDC. Ouais. Donc, vous pouvez poursuivre. Hein. Alors, ce que je disais, donc il faut d'abord qu'il arrive à filtrer les institutions gouvernementales avant de songer à purifier notre armée. Ça, c'est un. De deux. Avant de poursuivre, M. Ombe, tout à l'heure, vous avez utilisé à 2 reprises, j'ai compté, je suis un peu maniaque de cet exercice-là, vous avez parlé des rwandophones de RDC. Je sais que vous connaissez la problématique des langues utilisées surtout à l'est de la République du Congo, de la République démocratique du Congo. Effectivement, il y a des rwandophones. Mais dans ces rwandophones, vous allez nous expliquer à certains auditeurs qui ignorent ou qui connaissent mal la géographie linguistique de cette région, il y a des rwandophones qui n'ont jamais été rwandais. Donc là, il faut faire aussi la différence. Un rwandophone n'est pas nécessairement pro-Kigali. Au contraire, même, il y en a beaucoup qui souhaitent que les choses changent au Rwanda pour qu'ils ne continuent pas à être mélangés ou qu'il n'y ait plus de confusion entre le Rwanda et ces populations-là. Je peux en citer quelques-unes. Même les Banyamulenge, maintenant, certains ont commencé à dire, écoutez, on en a assez, ça suffit comme ça. Nous ne sommes pas des Rwandais, certains Banyamulenge. Vrai ou faux, je ne sais pas. Dans le Nord Kivu, vous savez qu'il y a des rwandophones, Bahutu, Batutsi, etc. Est-ce que tous ces gens-là sont inféodés au pouvoir rwandais? Absolument pas. Et alors, nous avons, comme vous le disiez, des rwandophones qui ne sont pas tous des rwandophobes. Donc, ils s'expriment en Kinyarwanda ou en une langue semblable au Kinyarwanda et qu'ils n'ont jamais été vraiment des Rwandais. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire donc que depuis, parce que c'est ça, toujours la limite que l'on sait toujours, à laquelle on a souvent fait référence, donc depuis 1885, leurs ancêtres, et même avant ça, ils étaient déjà sur les sols congolais. Donc, il y a de ces gens-là, à part la langue qu'ils utilisent, et bien sûr, c'est une langue comme toute autre langue, ils n'ont jamais été au Congo, au Rwanda, s'il vous plaît, pardon. Ils n'ont jamais collaboré avec le Rwanda, donc ils sont purement congolais, parce que la congolité, c'est pas nos tribus, c'est pas
ce ne sont pas nos clans. Non, non. La congolité, c'est le patriotisme. C'est cet amour-là, c'est cette affection-là que l'on montre, que l'on exerce envers son pays. Bien. Ces gens-là, ils sont victimes, comme le reste de tout autre Congolais, de cette agression rwandaise. Si aujourd'hui, il y a des gens qui arrivent à considérer tous les rwandophones, s'il y en a vraiment, comme des Rwandais, ils jouent à la carte de Kagame sans autant le savoir. Parce que c'est ça ce que veut Kagame. Il veut que ces personnes-là soient traitées de Rwandais, qu'ils subissent des exactions, je dirais tribales, ethniques, sur les sols congolais. Eh bien, lui, il va toujours intervenir comme sapeur-pompier. Voilà, c'est pourquoi vous allez trouver que il suffit qu'il y ait une petite mésentente entre un groupe rwandophone avec un groupe autre linguistique, c'est Kagame qui intervient toujours. Ce sont des voix qui s'élèvent toujours du Rwanda. Écoutez, il y a un génocide qui se prépare au Congo, il y a ceci et cela. Bon, je profite de cette occasion même d'appeler à nos frères congolais qui vivent avec ces rwandophones de ne pas céder à cette énième provocation de Kagame, parce que, en plus de toutes les cartes qu'il utilise, il veut jouer avec, n'est-ce pas, la psychologie des Congolais pour les utiliser dans ses démarches tribales. En tout cas, je demande à mes frères congolais de ne pas se noyer dans toute démarche discriminatoire, dans toute démarche à caractère tribal, dans toute démarche à caractère ethnique. Sinon, ils se trouveront déjà dans les paniers qu'Ador est déjà préparé Kigali. À cet égard, monsieur, mais je vais lire un tweet que le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, a publié le 6 juin, donc il y a quelques jours. Hein. Il a dit ceci: face à la énième agression dont notre pays est victime, ne tombons pas dans le piège des discours discriminatoires, suprémacistes, ethnistes, haineux, ainsi que dans des violences qui ne profiteraient qu'aux ennemis de la paix en RDC et dans la région des Grands Lacs, car seule la justice élève une nation. Voilà. C'est exactement l'équivalent de ce que vous venez de dire, et c'est dit par le docteur Mukwege. Je suis content que vous aussi, vous ayez compris la portée exacte de ce piège, en fait, parce que je vais citer quelqu'un qui n'est plus de ce monde, le président Juvenal Habyarimana. Avant son assassinat, il disait souvent aux Rwandais: écoutez, ne tombez pas dans le piège du FPR. Ne tombez pas dans le piège de l'extrémisme, parce que le FPR n'attend que ça. Kagame n'attend que ça. C'est le prétexte rêvé. Si demain, effectivement, nos frères congolais tombent dans le piège et qu'il y a des exactions contre les Rwandais ou les Tutsis même en particulier en RDC, eh bien pour Kagame, ce sera l'occasion attendue, tant rêvée, pour agresser une énième fois la RDC. Même si aujourd'hui, je ne pense pas qu'il ait les moyens de pouvoir occuper durablement une partie de ce pays. Donc, vous pouvez continuer, mais c'était pour remettre en exergue la vérité de ce que vous dites en comparant. Bien sûr, il n'y a pas manqué des gens pour insulter le docteur Mukwege. Vous êtes lâche. Il faut d'abord condamner, soutenir le président Tshisekedi. Non, il a lancé un principe parce qu'il connaît la situation. C'est quelqu'un qui est là, qui a vu la population de Bukavu descendre à la barrière à Rusizi et qui voulait traverser. C'était un très, très bon sentiment patriotique, bien sûr,
Mais Kagame pouvait récupérer ça d'une certaine manière, mais le docteur Mukwege, donc, qui est au courant, qui vit les choses au quotidien, il a lancé ce tweet pour prévenir les Congolais de ne pas tomber dans ce piège qui pourrait en fait profiter au seul Kagame. En tout cas, j'apprécie et j'embrasse cette position-là du docteur Denis Mukwege, parce que moins de Congolais, surtout ceux de l'Est, de l'Ouest, pardon, ont compris le jeu de Kagame. Le jeu de Kagame, c'est d'inciter les Congolais à cette violence à caractère ethnique, à caractère, n'est-ce pas, discriminatoire. Parce que c'est ça la carte qu'il a jouée tout le temps. C'est ça la carte qu'il a jouée. Et alors, il veut maintenant, n'est-ce pas, inciter tous les Congolais, provoquer les Congolais émotionnellement, afin que le Congolais puisse agir, n'est-ce pas, d'une façon incontrôlée et s'attaquer contre le rwandophone. Ils ont voulu utiliser, lui, Kagame et ses proches, pas directement lui, mais ses proches, dans sa junte, ils ont voulu se servir des paroles qui ont été prononcées par un commandant policier euh, sur les champs de bataille, quoi, dans la province du Nord Kivu, alors qu'il disait, écoutez, le pays est attaqué, l'ennemi est à nos portes. Femmes, jeunes et vieux, vous avez une machette, vous avez une lance, en tout cas, préparez-vous à attaquer l'ennemi. Et alors, les gens de Kigali l'ont pris vraiment, ont pris ces paroles-là, et écoutez, ils ont commencé à véhiculer des rumeurs. Il y a un génocide qui se prépare au Congo. Écoutez, on demande aux gens de préparer des machettes. Mais ça, c'est quoi? Ça, c'est du nonsense. C'est une chose qui n'a pas de sens. Donc, ils veulent qu'ils nous attaquent et puis que nous croisions le bras. Mais c'est la même chose, comme le disait hier le discours du Premier ministre belge. Il a assimilé le problème congolais, l'insécurité au Congo, à la situation qui sévit en Ukraine. Et alors que le président ukrainien, face à la menace russe, il a appelé à ses citoyens, écoutez, de faire une autodéfense. Et c'est ainsi que les citoyens ukrainiens se sont donnés main dans la main à la fabrication des cocktails Molotov. Et avec ces cocktails Molotov, écoutez, dans certaines régions, ils ont fait face à l'armée russe et ils ont été victorieux, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous voulons encore appeler nos frères congolais, dignes de ces noms, en tout cas de Congolais patriotes, à ne pas se laisser mouiller, n'est-ce pas, par cette pluie qui vient de Kigali. Nos frères rwandophones et nous souffrons ensemble. Le problème qui existe au Congo aujourd'hui, c'est la carte qui a été jouée par Kagame depuis le début, la carte qui continue jusqu'à présent. Donc, il a su prendre le rwandophone congolais et des sujets rwandais. Il a su le prendre et le mélanger ensemble dans toutes les institutions, même dans la population civile. À tel point que, aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, savoir qui est congolais, qui est rwandais, il est quasiment difficile. Cette population civile terrifiée ne peut même pas arriver à pointer du doigt, voilà, il y a quelqu'un qui est arrivé ici, qui n'a jamais fait partie de nous ici. Nous ne le savons pas. Écoutez, il va le dire, mais c'est au coût de sa vie, n'est-ce pas? C'est au prix de sa vie, n'est-ce pas? Et voilà qu'ils vont cohabiter comme cela, ne sachant pas maintenant à quel jeu son voisin est en train de jouer. C'est ainsi qu'a été ce problème. C'est ça le problème qu'ont vécu les Banyamulenge dans le plateau, avec le voisin de Babembe, avec le voisin de Bafuliro. Lors de la guerre du RCD, les Rwandais ont commis de bêtises et de crimes abominables dans la plaine de Rusizi.
Écoutez, quand tu le prenais, comment le dire, leur caca, qu'ils le faisaient manger à des personnes. Ils égorgeaient déjà au vu et au su des civils. Quand ils, euh, mais ils ont fait des exactions qui ont énervé les populations locales. Et alors, comme certains sujets de ces populations-là n'arrivaient plus à identifier parmi le rwandophone qui est rwandophone congolais, donc qui est Munyamulenge et qui est rwandais, à chaque passage de Munyamulenge, on disait, voilà, c'est vous qui nous avez exterminés, c'est vous qui nous avez fait ceci et cela, c'est vous qui nous avez pillés, c'est vous qui avez violé nos mamans et des filles. Mais à vrai dire, ce n'était pas de Banyamulenge, ce sont les sujets de l'armée rwandaise. Mais après tout, les jougs est resté sous le coup maintenant de Banyamulenge et voilà qu'il en vive les conséquences aujourd'hui. Voilà, c'est le même cas qui est aujourd'hui dans le Nord Kivu. Kagame a infiltré même la population civile de façon qu'on ne puisse plus savoir qui est rwandais, qui est congolais. Mais avec le temps, ça ira parce que rien n'est éternel. C'est pourquoi j'ai demandé à nos frères congolais de ne pas jouer à la carte de Kigali. Avant de tenir une personne, même de faire de lui un Rwandais, soyez sûr, en tout cas, soyez sûr que vous ne faites pas des exactions contre des civils innocents qui sont aussi vos frères et sœurs, lesquels avec vous partagez les mêmes souffrances qui nous sont infligées par Kagame depuis des décennies. Voilà, ça c'était un point important. C'est une analyse qu'il faut approfondir en fait parce que même vu comme ça, il faudrait aller plus loin, que les Congolais sachent quels sont les Rwandais qui sont avec Kagame. Je ne parle plus des rwandophones du Congo, je parle des Rwandais. Mhm. Parce que moi, je considère que tant que Kagame sera au pouvoir, c'est ce que je crois très profondément, connaissant Kagame, connaissant sa stratégie, connaissant ses techniques de survie, parce que Kagame aujourd'hui survit, il veut survivre le plus longtemps possible. Eh bien, tant qu'il n'aura pas accès au Congo, Kagame perdra la main, même au Rwanda. Donc, dans ce cas-là, je l'ai souvent d'ailleurs dit à mes amis congolais, il faudrait qu'on envisage et qu'on passe à une étape supérieure, qu'on soit en synergie. Les patriotes de la région des Grands Lacs qui souhaitent vraiment la paix, une paix durable dans notre région, la démocratie, pas celle de Kigali, qu'ils se mettent ensemble, au moins dans les idées, et qu'ils fassent quelques actions ensemble. Je considère que tant que le régime du FPR est à Kigali, la République démocratique du Congo n'aura jamais la paix. Deux conditions. Soit effectivement la guerre s'impose hein, et le Congo neutralise Kagame, je ne dirais pas le Rwanda ou les Rwandais, ou alors Kagame quitte le pouvoir par la volonté des Rwandais eux-mêmes et on revient à la situation ex-ante, c'est-à-dire avant l'arrivée du FPR au pouvoir, avant 1994, vous savez, il y avait une paix extraordinaire dans cette région. Il y avait les Grands Lacs, la CPGL, les pays se respectaient et se complétaient, étaient solidaires, alors qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. Voilà, ça c'est un vœu que j'aimais. Il faudrait que les Congolais commencent à faire une sorte de distinguo entre les Rwandais eux-mêmes. Tous les Rwandais ne sont pas pour Kagame. Et vous l'avez dit tout à l'heure d'ailleurs, lorsque les Rwandais sont globalisés ou se retrouvent globalisés par les Congolais, hein, il y en a qui se disent, mais finalement c'est grave, pourquoi on ne soutiendrait pas Kagame qui peut être le seul à nous protéger? Donc les ennemis de Kagame pourraient se transformer en alliés de Kagame. Et je pense que Kagame serait plus fort si tous les Rwandais et tous les rwandophones du Kivu, et tous les rwandophones d'Ouganda, tous les rwandophones du Burundi, s'ils soutenaient tous le FPR, et je ne sais pas ce qui se passerait, mais il y aurait quelque chose qui ne serait pas favorable à la paix dans notre région. À cela, je voulais ajouter, merci monsieur l'ambassadeur,
c'est qu'il faudrait que nous, les Congolais, avec le Rwandais, puissions comprendre que nous partageons des frontières depuis Bugarama jusqu'au Nord Kivu. Qu'est-ce que je vais dire? Donc, nous sommes condamnés à vivre ensemble, qu'on le veuille ou pas. Nous sommes appelés, quoi qu'il en soit la situation, à vivre ensemble. D'où à conjuguer nos forces, à conjuguer notre volonté, à travailler pour la paix. Et puis, une paix durable. Écoutez, nombreux de ces Rwandais sont ceux-là qui n'arrivent pas à parler parce qu'ils ne peuvent pas l'oser, étant sur le sol rwandais. Mais ils sont nombreux de ces Rwandais-là qui sont fatigués avec le régime de Kagame. Ils se demandent d'où viendrait le Moïse pour leur libération. Ils se demandent qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour finalement se débarrasser de Kagame. Et je suis sûr que si l'intervention militaire restait la dernière solution pour qu'il y ait la paix dans notre région, sont nombreux ces Rwandais-là qui recevraient ces patriotes-là aussi à mains ouvertes sur le sol rwandais. Et alors, je vais leur dire encore une fois ceci. Ils devront se rappeler que Kagame et le FPR, ce n'est pas une thèse, ça ce sont des faits, ça c'est une réalité. Ils passeront. Mais le Rwanda va rester là tout le temps, éternellement voisin du Congo. Ça, je rappelle aussi au M23 que le FPR et Kagame vont finir. Mais parmi eux, ce Congolais-là resteront toujours dans le stigmate qu'ils auront reçu maintenant de toutes ces actions et tout ce prix des mauvaises vies qu'ils mettent sur les têtes de leurs compatriotes. C'est pourquoi j'appelle au M23 de faire référence à M. Laurent Nkunda. Il est où aujourd'hui? Il ne travaille ni pour le Congo, il ne travaille ni pour sa famille propre à lui, il ne travaille ni pour le Rwanda, donc il est là. Voilà le salaire de Kagame. D'aucuns disent qu'il est emprisonné, il n'est pas emprisonné. Il est gardé quelque part là au Rwanda, mais dépourvu de toute liberté. Alors, il était un homme fort, il avait ses capacités, susceptibles à les utiliser pour, n'est-ce pas, l'intérêt national, l'intérêt familial propre à lui, et pourquoi pas même l'intérêt donc l'intérêt régional. Mais voilà que Kagame l'a capturé, tout simplement parce qu'il sait qu'il se partage des secrets. Il sait qu'une fois il serait peut-être devant les juges, une fois qu'il serait libéré et entre les mains du Congo, il pourra dévoiler beaucoup de secrets. Alors, il faut les déposer quelque part. Et désormais, il est là comme, je dirais quoi, excusez du terme, je vais dire peut-être un produit chimique expiré qui désormais ne peut être consommé. Il faudrait que ces gens-là du M23 qui s'appellent des Congolais puissent prendre conscience et étudier du cas de Bosco Ntaganda. Il est où aujourd'hui? Il est à La Haye. Ses enfants souffrent, sa femme souffre, sa famille souffre. Il ne travaille pas pour le Congo,
Kagame qui l'a utilisé, il est à Kigali, n'est-ce pas? D'autres commandos, d'autres officiers avec lesquels ils ont fait des exactions sur les seuls Congolais, le Rwandais. Ils sont au Rwanda, n'est-ce pas, en toute liberté. Il faut que le M23 prenne conscience et prendre au moins une leçon du cas de Jules Mutebutsi. Il est où aujourd'hui? N'est-ce pas qu'il a été enterré au Rwanda? Est-ce que Sultan Makenga pense qu'il fera l'exception? Alors, je prophétise pour ce Sultan Makenga déjà. D'ici là, on va lui réserver un pire salaire plus que même c'est qui a été le cas de ses prédécesseurs. Alors, j'appelle Sultan Makenga, étudier les temps. Nous autres, nous voyons déjà le déclin du FPR. Nous le voyons déjà, nous voyons le déclin. Il est délaissé de tous les coins. Il est délaissé de tous ses lobbyistes. Les Rwandais, il a muselé tous les Rwandais. Il ne parle plus. Il ne sait pas maintenant que ces bouches muselées-là ne sont qu'un volcan, ne sont que de volcans, qui à tout moment, ils peuvent lui cracher dessus. Et alors, voilà, je faisais nuance à ce que vous disiez là. Donc, nous sommes appelés à vivre en paix avec nos frères rwandais, mais nous appelons maintenant ce frère rwandais-là de bonne foi, avec toute énergie de dire non à Kagame, lui dire que nous sommes des frères et nous devons vivre ensemble. Kizito Mihigo, qu'il a chanté dans un chant quelconque, il a été éliminé, mais des Kizito existent encore au Rwanda, bien que muselés. Et alors, nous appelons tous les Rwandais de bonne foi, tous ces Rwandais-là qui ont le bon sens dans leur raisonnement, de se joindre à nous, de se joindre à ces Congolais-là, qui veulent travailler pour la paix, qui veulent travailler pour la libération de la région. Parce que la seule menace qui existe aujourd'hui dans la région, c'est le FPR et Kagame. Il n'a pas de paix avec le Burundi, non plus avec l'Ouganda, non plus avec le Congo, non plus, j'ai dit, avec la Tanzanie. Il l'avait dit à Kikwete, écoutez, je ne fais pas de telles blagues, je t'attends dans les coins et puis je te cogne. C'est ça la réponse qu'il avait réservée à Kikwete. Et maintenant, nous appelons à nos frères rwandais de bonne foi de vouloir, en tout cas, se dissocier avec Kagame et travailler pour la paix durable de la région. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher Ombe Nyamombeza. Je pense que nous avons là terminé la première partie des émissions que nous allons faire sur la situation à l'est de la République démocratique du Congo et dans la région dans son ensemble. Ouais. Je propose que d'ici peu, on se revoit pour poursuivre notre échange, notre débat complémentaire. À mon avis, on ne pouvait pas trouver mieux que vous parce que vous connaissez la région, vous êtes de Bukavu, vous connaissez Goma, vous avez même, je pense, passé quelque temps à Minembwe ou dans la région d'Uvira, au Burundi, au Rwanda et partout. Et en plus, vous avez grandi dans la région, donc vous connaissez, outre le fait que vous êtes un analyste, que tous les jours, pratiquement, vous essayez de savoir ce qui se passe dans la région. Vous êtes aussi un patriote qui veut que les choses réussissent, que la paix vienne dans cette région, pas seulement pour le Congo, mais aussi dans toute la région des Grands Lacs. Eh bien, avant d'en finir avec ce premier sujet, je voulais encore une fois faire un petit appel à nos frères rwandophones aussi. Bien qu'infiltrés par des sujets rwandais, je voulais leur inviter aussi à faire preuve de ce patriotisme-là, de travailler pour l'intérêt national, pour l'intérêt du Congo et non pour l'intérêt du Rwanda qui ne leur sert de rien. Et alors, de deux, je voulais que d'une seule voix et puis d'une voix haute, ils disent non au M23. Quand les M23 brandit des raisons disant que non, ils sont discriminés, marginalisés, ils n'ont pas de place dans les institutions et la gestion du pays,
Ça, c'est pas seulement un mensonge, mais aussi une machination, une manipulation toute faite. Les rwandophones sont dans toutes les institutions depuis les secteurs civils jusqu'à la présidence. J'arrive à leur rappeler même qu'à l'époque avant Joseph, même pendant Joseph, il y a eu un gouvernement qui a été appelé 4+1, là où parmi ces 4+1 figurait un rwandophone, vice-président de la République démocratique du Congo. À présent, nous avons des rwandophones au Sénat comme au Parlement. Nous avons des ministres rwandophones. Nous avons des juges rwandophones. Nous avons des professeurs des universités rwandophones. Nous avons des chefs de quartier rwandophones. Et quand ces gens viennent brandir des raisons qu'ils ne se trouvent nulle part dans la gestion du pays, ça c'est une manipulation et une carte qui ne vient que de Kigali. C'est pourquoi j'invite à nos frères de dénoncer cette machination fabriquée par Kigali et véhiculée par le M23. Autre chose, quand ils disent qu'ils se battent pour que le réfugié rwandophone, depuis des décennies logé sur le sol rwandais, revienne au pays, ou en Ouganda, ou autre part ailleurs, ça c'est du mensonge. Je vais dire des choses sur ce point-là. Quand ils attaquent le Congo avec des armes, eux-mêmes font des réfugiés en milliers, des réfugiés internes, des déplacés internes, mais aussi des réfugiés qui partent vers le Rwanda, d'autres qui partent vers l'Ouganda. Ça maintenant, c'est que le jeu. C'est le jeu maintenant comment le dire, de creuser un trou. Le plus vous en sortez du sol, le plus vous ajoutez la profondeur, donc la profondeur de ce trou-là. Donc, ils veulent faire croire aux gens qu'ils travaillent pour leur intérêt afin de faire revenir les réfugiés au pays, alors qu'eux-mêmes font des milliers de réfugiés, font des milliers de concitoyens fuir le pays. Et alors, un mensonge pire et simple. De deux, sur ce point des réfugiés-là, moi-même j'ai été au Rwanda comme réfugié, dans un camp de ces réfugiés-là. Ces gens-là qui se trouvent dans ces camps de réfugiés, ils sont à la fois au Congo et ils sont à la fois au camp des réfugiés. C'est-à-dire, ils partent au Congo, ils y sont 2 mois, 3 mois, ils exercent leurs exercices champêtres là, ils partent faire leurs élevages là, ils reviennent au Rwanda au camp. Nombre de ces personnes-là, en tout cas, je suis témoin oculaire, sont détenteurs des cartes d'identité rwandaises, les Indagamuntu. Moi, j'en suis témoin. Je sais comment ça s'est fait. J'ai vécu là avec eux durant 10 ans. En tout cas, 10 ans durant, j'ai témoigné de toutes ces choses-là. Et alors, nous dire qu'ils travaillent pour le retour des réfugiés, ça c'est une machination pire et simple. Ils ne font que jouer à la carte de Kagame, d'où d'appeler à mes frères compatriotes rwandophones de dire non. Écoutez, les Tutsis du Congo n'ont jamais envoyé le M23 combattre pour leur compte. Les rwandophones congolais n'ont jamais envoyé le M23 combattre pour leur compte. Ils sont tout simplement au service du FPR et de Kagame. Je vous remercie. C'est ça ce que je voulais ajouter sur ces points avant de le clôturer. C'est tellement important ce que vous dites parce que le même scénario s'est passé en fait au Rwanda. L'attaque du Rwanda par le FPR en octobre 90 a procédé de la même logique. Ils ont dit, nous venons sauver les Tutsis du Rwanda. Cela a provoqué des haines à caractère ethnique au Rwanda.
Cela a même été à la base du génocide de 1994. C'est une logique à laquelle les Congolais doivent faire très, très attention Hum. pour ne pas aider Kagame à atteindre ses objectifs.